Bonjour et bienvenue à notre programme des sciences physiques, la classe de première année des humanités scientifiques. Dans cette capsule, nous allons parler de la classification des éléments. Nous allons donc faire une étude du tableau périodique. Alors, dans le cadre de l'entretien de son installation électrique, Assingé remarque qu'un fil de celle-ci est légèrement dénudé. Pour assurer la sécurité des personnes vis-à-vis de cette situation, Assingé va chercher autour de lui une matière qu'il peut utiliser comme isolant sur cette partie de fil. La présente capsule va permettre à Assingé de savoir comment sont classifiés les éléments chimiques en fonction de leurs propriétés et donc de choisir une matière à base d'éléments chimiques dont les propriétés conviennent pour isoler la partie dénudée de son fil conducteur. D'accord? Alors, le tableau périodique des éléments est un répertoire organisé de tous les éléments chimiques, ordonnés par numéro atomique croissant et organisés en fonction de leur configuration électronique et de leurs propriétés chimiques. On dit tableau périodique puisque les propriétés chimiques des éléments s'y répètent périodiquement, d'accord? On l'appelle aussi tableau de Mendeleïev car sa conception est généralement attribuée au chimiste russe Dmitri Ivanovitch Mendeleïev qui, en 1869, construisit une table avec l'idée de proposer une classification systématique des éléments connus à l'époque. Alors, voici la première classification des éléments de Mendeleïev. D'accord? Alors, ce tableau est différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, mais semblable dans son principe. À l'époque de Mendeleïev, la structure des atomes étant encore inconnue, Mendeleïev se basa alors sur la masse atomique, c'est-à-dire la masse d'un atome, pour établir cette classification des 63 éléments chimiques connus de son époque. D'accord? Il laisse même certaines cases vides et prédit la découverte de nouveaux éléments. D'accord? Alors, au cours du temps, le tableau périodique a connu plusieurs réajustements jusqu'à prendre la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Dans ce tableau d'aujourd'hui, les éléments sont rangés dans chaque ligne par ordre croissant du numéro atomique Z. Rappelons que le numéro atomique Z représente le nombre de protons ou le nombre d'électrons qui contient l'atome. Aujourd'hui, le tableau périodique des éléments comporte plus de 110 éléments. Il est subdivisé en 18 colonnes et 7 lignes ou périodes. D'accord? Alors, parlons un peu des familles. Les éléments d'une même colonne forment une famille et ont des propriétés similaires. D'accord? Les familles sont désignées de gauche à droite par un numéro de 1 à 18 ou par des chiffres romains suivis de la lettre A ou B. Sur les 18 familles, il y a 8 familles A et 10 familles B. D'accord? Les familles A, dites principales, sont numérotées de 1A à 8A et portent le nom suivant. Les alcalins, excepté l'hydrogène, les alcalino-terreux, les terreux, les carbonides, les azotides, les sulfurides, les halogènes et le gaz rare. D'accord? Alors, les familles B sont situées au centre du tableau périodique, entre les familles 2A et 3A, et portent le nom de métaux ou éléments de transition. D'accord? Les lanthanides sont un groupe d'éléments chimiques dont le numéro atomique Z va de 57 à 71. Les actinides sont un groupe d'éléments chimiques dont le numéro atomique va de 89 à 103. D'accord? Ces deux groupes ont été détachés des autres, comme on peut le voir, juste pour des raisons d'esthétique du tableau. D'accord? Alors, comme nous l'avons dit, les éléments chimiques d'une même famille ont des propriétés chimiques semblables. Par exemple, les alcalins, c'est-à-dire les éléments de la première colonne, excepté l'hydrogène bien sûr, ont tous tendance à perdre un électron.
et donc à former des ions stables avec une charge positive, comme l'ion sodium. D'accord? Par contre, les halogènes, c'est-à-dire les éléments de l'avant-dernière colonne, ont tendance à gagner un électron et donc à former des ions stables avec une charge négative, comme l'ion chlorure. Ce sont ces propriétés qui sont à la base de la formation du chlorure de sodium. Ah oui, hein, le chlorure de sodium qui est le sel de cuisine. D'accord? Car deux charges de signes contraires font quoi? S'attirent. OK? Voilà. Le groupe maintenant. Les 18 colonnes du tableau périodique sont reparties en 9 groupes numérotés en chiffres romains et comportant les sous-groupes A et B. D'accord? Alors, pour le sous-groupe A, c'est-à-dire 1A, 2A jusqu'à 8A, le numéro du groupe correspond au nombre d'électrons sur la dernière couche. D'accord? Le groupe correspondant au gaz rare qui devait constituer le groupe 8A est noté groupe 0, car la couche externe de ces éléments est saturée. Cela leur confère d'ailleurs une grande stabilité. C'est ce qui explique l'absence de réactivité chimique, d'accord, de ces éléments, aussi appelés gaz inertes. D'accord? Alors, pour le sous-groupe B, le numéro du groupe correspond au nombre d'électrons sur la dernière couche. Sauf que le groupe 8B, qui comprend les colonnes 8, 9 et 10, est noté 3. Et les colonnes 11 et 12 correspondent au groupe 1B et 2B. D'accord? Alors, le tableau suivant reprend les différents groupes avec les colonnes correspondantes, comme vous pouvez le voir. D'accord? Alors, les périodes. Comme nous l'avons dit, le tableau périodique contient 7 périodes. Ce sont les 7 lignes horizontales. Le numéro de la période correspond au nombre de couches électroniques occupées, comme repris dans ce petit tableau suivant. D'accord? Alors, comme on peut le voir dans ces tableaux, les éléments de la première période ont une seule couche occupée par des électrons. C'est la couche K. Les éléments de la deuxième période ont deux couches occupées par des électrons. Ce sont les couches K et L, et ainsi de suite. D'accord? Alors, description de la case. Les informations que l'on peut tirer d'une case du tableau sont le symbole de l'élément chimique concerné, le nom de l'élément chimique, le nombre atomique, le numéro de la colonne, le numéro du groupe, la masse atomique relative, etc. D'accord? Voilà. Donc, parlons maintenant des métaux, des non-métaux et des métalloïdes. En fait, les éléments du tableau périodique sont classés en 3 catégories, qui sont les métaux, les non-métaux et les métalloïdes. En ce qui concerne les propriétés des métaux, nous devons savoir qu'un métal est un corps brillant, bon conducteur de chaleur et d'électricité, malléable et ductile, donneur d'électrons, c'est un corps qui réagit avec des acides, et c'est un corps généralement solide aux conditions ambiantes de température et de pression, sauf le mercure. D'accord? D'ailleurs, on a dit ici parmi les propriétés qui sont des bons conducteurs de chaleur et d'électricité. C'est donc les matières à base de ces éléments qu'Ising doit éviter comme isolants. D'accord? Alors, en ce qui concerne les propriétés des non-métaux, nous devons retenir qu'un non-métal est un corps qui a un aspect terne, c'est-à-dire sans éclat, qui n'est pas conducteur de chaleur et d'électricité. D'accord? C'est donc des matières à base de ces éléments que Ising peut utiliser comme de bons isolants. D'accord? Alors, généralement, les non-métaux sont des gaz ou des liquides. D'accord? Généralement. Alors, les métalloïdes sont des éléments intermédiaires entre les métaux et les gaz rares.
D'accord? Les métalloïdes sont difficiles à classer comme un métal ou non métal. Ils sont à la frontière. D'accord? C'est la ligne en escalier. À la frontière qui sépare les métaux des non-métaux. Ils ressemblent aux non-métaux par certaines propriétés, mais sont des faibles conducteurs d'électricité ou semi-conducteurs. D'accord? Alors, remarquez que l'hydrogène est tout seul. Il ne fait partie d'aucune de ces trois catégories. En effet, il a tendance à se comporter comme un métal dans certaines conditions et comme un non-métal dans d'autres conditions. Il peut être donneur ou receveur de l'électron. D'accord? Voilà, c'est tout pour cette capsule sur l'étude du tableau périodique. Au revoir et à très bientôt.